Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Premier anniversaire des règlements régissant le prêt de pair à pair. 3 nouveaux ouvrages hydrauliques chinois à l'honneur. La production automobile en phase avec la demande internationale. Billetterie en ligne pour visiter la cité interdite. La ville de Hefei, un bassin technologique en Chine. Le 12 octobre fut le premier anniversaire du règlement chinois des prêts en ligne. Le 24 août de l'an dernier, la Commission chinoise de régulation bancaire a émis tout un ensemble de règles pour régir le secteur alors chaotique. Depuis lors, près de 900 compagnies de prêts de pair à pair ont quitté le marché et de nombreuses autres ont réorienté leur activité vers d'autres domaines financiers. Reportage. Les règles émises en août de l'an dernier fixent de nouvelles exigences strictes pour les participants aux prêts en ligne. Ils avaient interdiction de garder eux-mêmes les dépôts et devaient canaliser tous leurs fonds via des banques. Depuis que ces règles ont été émises, pas moins de 882 compagnies de P2P ont quitté le marché. 26% d'entre elles ont fait faillite ou ont simplement disparu, tandis que les restantes ont interrompu leur activité. Au cours de l'année écoulée, de nombreuses sociétés de P2P ont réorienté leur activité du prêt en ligne vers d'autres affaires. Les données de Wandejia montrent que la plupart ont migré vers les services de finance et de prêts aux consommateurs. D'autres ont été attirés par des gestionnaires de fonds privés ou sont devenus des fournisseurs d'informations financières. Il aurait été facile de faire la transition vers les services de finance et de prêts aux consommateurs. Après les changements, les compagnies de P2P ne pouvaient plus attirer les investissements des particuliers, mais elles avaient l'expérience du contrôle des risques. Il leur a donc été facile d'aller vers la gestion du patrimoine. Toutefois, la raison la plus importante pour qu'elles changent était que sous les règles plus strictes du gouvernement, elles ne pouvaient simplement plus survivre en ne faisant que du prêt en ligne. La recherche de Wandejia indique que le nombre de plateformes de P2P avec des problèmes commerciaux a chuté de 114 en septembre de l'an dernier à seulement 35 à la fin du mois dernier. Le rendement moyen pour les créanciers dans le marché a connu un déclin progressif d'environ 10% à seulement 9,4%. Après une année de rationalisation du marché, le public montre davantage de confiance dans les sociétés de prêt en ligne. Certaines sociétés sont assez substantielles, alors je fais appel à elles. Il y a assurément de bonnes compagnies. Les mauvaises ont toutes fait faillite. À la fin juillet, la Chine comptait un total de 2090 sociétés de B2P toujours sur le marché, soit une baisse de 23% par rapport à l'année dernière. Les experts s'attendent à ce qu'un certain nombre de petites sociétés continuent de quitter le secteur dans les prochains mois, laissant le champ aux plus grandes firmes en ligne. 3 anciennes installations d'irrigation chinoises ont été reconnues comme ouvrages d'irrigation patrimoniaux par la Commission internationale des irrigations et du drainage à Mexico, portant à 13 le nombre total de ces structures en Chine. Le projet de transfert des eaux du fleuve Jaune pour l'irrigation dans la région autonome Huili-Ningxia a été lancé sous la dynastie Qin avec des canaux s'étendant sur plus de 1280 km. Les 3 barrages de Hanzhou dans la province du Shanxi ont également une histoire datant de plus de 2000 ans. L'ouvrage de Huantu dans la province du Fujian, baptisé d'après le nom officiel de la dynastie des Sui, comprend 2 systèmes d'irrigation. Pour être éligibles, les sites doivent remplir des critères très stricts comme avoir une histoire de plus de 100 ans et jouir des conceptions techniques les plus avancées de l'époque. La Chine compte déjà 10 projets d'irrigation patrimoniaux, y compris le barrage de Tongfeng construit durant les premières années de l'ère des Qin. Le secteur chinois de la construction automobile et de machines agricoles est en plein essor. Les véhicules construits en Chine sont destinés non seulement au marché intérieur, mais également de plus en plus vers l'étranger. Les véhicules construits sont en phase avec la demande moderne, proposant des véhicules innovants, pratiques, tout en préservant l'environnement. La protection de l'environnement, c'est l'un des plus grands défis auxquels est confrontée l'humanité. Conscient de ce problème, le gouvernement chinois et les acteurs majeurs de l'industrie automobile s'attellent à promouvoir les énergies propres. C'est le cas de JAC, l'un des 10 plus grands constructeurs chinois qui a développé toute une gamme de véhicules électriques urbains. Ce constructeur, connu pour ses véhicules de transport et utilitaires, se tourne à présent vers des petits véhicules urbains.
On peut voir que la chaîne d'assemblage est divisée de manière très spécifique. Chaque petite unité de travailleurs s'occupant d'une partie précise de la chaîne de montage, selon un processus très automatisé. Depuis 2010, notre entreprise sort chaque année une nouvelle génération de véhicules à nouvelles énergies. En 2016, nous avons sorti la 6e génération et cette année-là, nous avons vendu plus de 18 500 véhicules. En 2020, nous prévoyons de vendre 200 000 véhicules à nouvelles énergies. Et en 2025, les véhicules à énergie alternative représenteront plus de 30% de l'ensemble des véhicules vendus. Mais afin d'attirer les consommateurs chinois vers les véhicules électriques, il faut accroître le nombre de bornes de chargement au sein des villes, une mission qui est cruciale si l'on veut limiter les émissions de gaz polluants dans les zones urbaines. Les infrastructures de chargement se développent rapidement depuis ces 10 dernières années dans les grandes villes chinoises. Par exemple, à Hefei, on compte déjà 16 000 bornes de chargement réparties à travers les rues de la ville. Et c'est très pratique. La construction de véhicules ne se limite pas aux véhicules passagers. Zoomlion est le plus grand fabricant chinois de machines de construction et développe toute une gamme de machines agricoles. Les entreprises chinoises de construction de machines agricoles se développent de plus en plus vers l'étranger. Par exemple, cette compagnie a connu une augmentation de 50% de ses exportations cette année à destination de l'Europe, de l'Asie du Sud et de l'Afrique. En Afrique, par exemple, ce genre de machine permet une augmentation substantielle de la production agricole. Et l'initiative Ceinture et Route, mise en place par le gouvernement chinois, a permis un renforcement notable de la coopération de la Chine avec les pays étrangers. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la Chine coopère au niveau des capacités de production avec d'autres pays. En Biélorussie, un centre de coopération pour les capacités de production a été construit et nous sommes en train d'en construire d'autres dans plusieurs pays, comme par exemple en Serbie, en Turquie et en Éthiopie. Et cette coopération dans les capacités de production a des résultats concrets pour les travailleurs locaux qui bénéficient non seulement des produits importés, mais également de l'expertise chinoise. En Éthiopie, nous avons rencontré un paysan qui ne savait pas utiliser notre machine agricole et qui avait perdu de l'argent. Grâce à cette base de coopération, on lui a appris à utiliser et à entretenir cette machine. Après un an, la machine a eu un petit problème et notre équipe a réussi à la réparer en une journée. Il nous a exprimé chaleureusement sa reconnaissance lorsque nous sommes revenus 2 ans après. À travers l'initiative Ceinture et Route, de plus en plus d'entreprises chinoises établissent des coopérations avec des pays étrangers et exportent leurs produits ou savoir-faire technologiques. Les constructeurs chinois de véhicules ne sont pas en reste et sont maintenant des acteurs à part entière sur les marchés internationaux. Le musée du palais de Beijing, l'ancien palais impérial chinois ou la cité interdite, a annoncé mardi 10 octobre le début de la vente des billets d'entrée uniquement par le biais de son système de réservation en ligne, sauf pour quelques exceptions. Reportage. Il s'agit là d'un nouveau plan pour éviter la foule à la billetterie, réduire le temps d'attente et offrir une expérience de visite plus confortable, a expliqué Shan Tixiang, directeur du musée du palais. La réservation de billets en ligne est désormais disponible sur le site officiel www.dpm.org.cn. Pour soulager les fortes pressions et problèmes de sécurité causés par d'énormes foules, un quota quotidien de 80 000 visiteurs a été fixé en juin 2015 et un système de billetterie en ligne a été lancé. Le premier jour de son lancement, près de 7 500 des 50 000 visiteurs, soit environ 15%, ont acheté des tickets en ligne. En 2016, ce nombre avait considérablement augmenté, passant à 40% et à 70% en août 2017. Aujourd'hui, de plus en plus de touristes achètent des billets en ligne, a indiqué Shan. La plateforme en ligne facilite également l'analyse des grandes données, ce qui conduira à un meilleur service à l'avenir. La vente de tickets en ligne a si bien fonctionné lors de la récente fête nationale que la décision a été prise d'adopter ce système au quotidien. Par exemple, le lundi 2 octobre, les 80 000 tickets d'entrée disponibles ont été vendus à l'avance en ligne. Un processus de réservation qui proposera des tickets à différentes heures pour équilibrer le nombre de visiteurs tout au long de la journée. Seul un guichet restera ouvert sur place, réservé notamment aux visiteurs étrangers qui n'ont pas accès à l'application de paiement en ligne. L'exposition fait appel à la réalité virtuelle et aux multimédia afin de faire découvrir les intérieurs de la résidence des empereurs et pouvoir interagir avec le touriste. La salle est actuellement fermée pour cause de rénovation et devrait être réouverte en 2020.
Zoom sur Hefei, une ville du centre de la province de l'Anhui, qui est le berceau de nombreuses innovations technologiques en Chine. Plusieurs entreprises et incubateurs technologiques développent des technologies dernier cri à la hauteur des meilleurs acteurs mondiaux du domaine. C'est le cas de la compagnie chinoise iFlyTek, fondée en 1999, basée à Hefei dans l'Anhui. Un exemple de l'application de l'IA est ce système de correction automatique d'examen écrit à la main en chinois. L'IA peut également être utilisée en médecine pour analyser des scanners et repérer automatiquement des tumeurs cancéreuses, permettant gain de temps et efficacité. La reconnaissance vocale est une technologie qui devient de plus en plus présente dans la vie quotidienne. Elle peut être utilisée dans l'apprentissage de l'anglais pour les enfants chinois grâce à ce tableau interactif. iFlyTek conçoit également des robots utilisant l'intelligence artificielle et qui peuvent communiquer avec l'interlocuteur, répondre à ses questions et contrôler de nombreuses fonctions dans une maison. Pour conduire, il faut avoir les deux mains sur le volant. Quoi de plus pratique alors qu'un système de commande vocale pour connaître le parcours pour arriver à destination, savoir où se trouve ou comment rejoindre les commerces ou restaurants les plus proches, ou écouter ses musiques préférées sans lever le moindre doigt. L'IA est également utilisée pour développer des appareils de traduction automatique en temps réel lors de réunions de conférences. iFlyTek est l'une des entreprises chinoises les plus en pointe dans ce domaine. Elle propose plusieurs systèmes de reconnaissance vocale, tels que ce traducteur instantané. On va essayer tout de suite. Bonjour, je suis Nicolas et je suis très content d'être ici. Notre plateforme technologique d'apprentissage du mandarin, qui inclut une évaluation phonétique, est déjà appliquée dans des centres d'apprentissage du chinois à Singapour, ainsi que dans plus de 400 instituts Confucius à travers le monde. Notre appareil de traduction permet également de résoudre les problèmes de communication entre les personnes ne parlant pas la même langue. Les nouvelles technologies incluent également le domaine médical. La Chine a mis en place des laboratoires et des centres de recherche spécialisés dans le développement de technologies innovantes au service de la santé, telles que la recherche dans la médecine polypeptidique. Au cours de mes recherches en laboratoire, j'ai acquis des connaissances sur les techniques de pointe et j'ai décidé de les mettre en pratique pour promouvoir le développement de ce domaine. La visite du président Xi Jinping en avril de l'année dernière m'a encouragé à persévérer dans ce domaine de recherche innovant. L'innovation est un domaine clé dans la restructuration et les réformes de l'économie chinoise, qui se tourne de plus en plus vers le secteur des services et des hautes technologies. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.